Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 26 mai, Le Parisien publiait une longue enquête sur l'insaisissable créateur de Coco.gg, un site français de discussion à la réputation sulfureuse. Conçu au départ comme un service de chat pour échanger de manière anonyme avec une ou plusieurs personnes et faire des rencontres, Coco est cité dans de nombreuses affaires judiciaires qui concernent des délits ou des crimes sexuels et des faits de violence. Depuis quelques années, des voix, notamment les avocats qui plaident dans ces dossiers, réclament la fermeture de Coco. Son fondateur, un homme très secret, semble quant à lui vouloir prendre ses distances avec la France. Cet épisode de Code Source est raconté par la journaliste qui a écrit cette enquête, Christelle Brigodeau, reporter au service police-justice du Parisien. Christelle Brigodeau, le mardi 16 avril, un jeune homme de 22 ans meurt à Grande-Synthe dans le Nord à la suite d'une mauvaise rencontre faite sur le site de discussion Coco. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ce jour-là ? Alors ce jeune homme, il s'appelle Philippe Kopman, il a 22 ans et effectivement il se rend sur le parking d'un supermarché à Grande-Synthe, c'est le soir, c'est dans la nuit du 15 au 16 avril et en fait il tombe dans un guet-apens. Il y a plusieurs personnes qui lui tombent dessus, qui le battent à mort, il décédera suite à ses blessures. Ses agresseurs présumés ont expliqué en garde à vue qu'ils s'étaient créé un faux profil sur le réseau Coco. Il se faisait passer pour une mineure qui allait donner un rendez-vous amoureux à un inconnu à Grande-Synthe. Tragique événement, ça s'est passé dans le Nord à Grande-Synthe. Ce site de rencontre qui s'appelle Coco. Le site de rencontre Coco, repères et prédateurs, est ciblé. Ce site, Coco, est régulièrement cité dans des affaires de guet-apens. De quoi on parle exactement ? Un guet-apens sur Coco, c'est quelque chose qui est devenu presque un classique dans beaucoup de tribunaux en France. Souvent, c'est des groupes de jeunes gens, quelquefois mineurs, qui sont pas forcément connus d'ailleurs par la justice, mais qui décident de se faire passer pour une jeune fille ou un jeune homme mineur et de piéger un homme plus âgé en lui donnant un rendez-vous prétendument amoureux dans un lieu souvent un peu reculé, éloigné de tout. Et l'objectif, en fait, c'est sous couvert de les sites de chasser des pédophiles. En fait, il s'agit soit de leur voler leur portable, de leur voler leur argent, avec cette idée que les personnes seront trop honteuses pour ensuite aller porter plainte à la police. En quelques mots, c'est quoi Coco ? Selon les mots d'un avocat qui m'en parlait, c'est un peu le darknet à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un site où l'on trouve tout et n'importe qui, y compris des personnes mal intentionnées, mais qui est fréquenté par beaucoup de gens. Il y a plus de 700 000 personnes qui s'y connectent en moyenne chaque mois, donc c'est quand même beaucoup. Et le site existe depuis une vingtaine d'années environ. Il a été créé au début des années 2000. Christelle Brigodeau, vous allez nous raconter comment vous avez retrouvé la trace du mystérieux fondateur de ce site français, mais au début de votre enquête, vous commencez par vous créer un profil sur Coco. Quelles sont les questions que vous vous posez ? L'objectif pour moi, c'est d'essayer de comprendre comment il se fait que autant d'affaires, à chaque fois, prennent leur source sur ce même site. Des sites de rencontres ou des sites de chat, il y en a plein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont impliqués dans d'autres affaires, c'est pas du tout le seul. Mais le nom de Coco revient quand même tout le temps dans plein d'affaires différentes. Et donc, j'essaye de comprendre le pourquoi. Alors, quand on arrive sur le site, à quoi ça ressemble ? C'est un vrai saut dans le passé, en fait. Quand on arrive sur Coco, on se retrouve projeté dans l'Internet du début des années 2000. Le fond est marron clair, la police très rudimentaire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas beaucoup de texte non plus. On sent que c'est volontairement laissé dans son jus, disons, d'un vieux site pas très engageant. Quelles sont les informations à renseigner pour se créer un profil et accéder au chat ? Il faut donner un pseudo, un âge. Alors si on met un âge en dessous de 18 ans, ça marche pas, donc il faut mettre 18 ans. Et puis un département, celui qu'on veut. Moi, pour les besoins de mon enquête, je me suis identifiée comme Claire, 19 ans, de Paris. En fait, la particularité de Coco, et ce qui explique en particulier sa notoriété et le fait que beaucoup de gens y vont, c'est qu'il n'y a rien d'autre à mettre dessus. On ne renseigne pas son adresse mail. Si on ne s'abonne
donne pas non plus de numéro de téléphone, donc on peut pas être beaucoup plus anonyme que sur Coco. Alors vous, une fois que vous avez renseigné les informations nécessaires, racontez-nous ce qu'il se passe quand vous vous connectez sur ce site. Alors quand on se connecte, on arrive sur une page tout aussi rudimentaire avec une liste de salons. Donc les salons, c'est des groupes de discussion privés, alors certains assez génériques par tranche d'âge et d'autres beaucoup plus spécifiques. On voit tout de suite en voyant la liste des salons qu'il est question de sexe à peu près partout. Où on cherche une jeune fille, un jeune homme, c'est écrit JF ou JH et d'autres titres de salons au nom assez sordides pour certains. Si on était dans la rue, on dirait qu'on est dans une rue vraiment malfamée. Ces salons, ils sont accessibles à tous ? Une partie oui, et sur une autre partie, quand on clique dessus pour essayer d'y entrer, il y a un petit pop-up comme ça qui s'ouvre et qui explique qu'il faut prendre un abonnement. Et donc il faut payer 5 € ou s'identifier avec son numéro de téléphone pour pouvoir y accéder. À côté du titre de chaque salon, il y a un numéro qui correspond au nombre de personnes qui sont dessus à l'instant T. Et on voit que les salons payants semblent être les plus fréquentés et ceux qui ont les noms les plus trash sont les plus fréquentés. Est-ce qu'on vous écrit quand vous arrivez sur Coco ? Tout de suite, je reçois 1, 2, 5, 10, 15 messages. C'est des petites fenêtres comme ça qui s'affichent en jaune avec des messages non lus. Ce sont d'autres utilisateurs sous pseudo qui écrivent. Alors la plupart démarrent une conversation en disant coucou ou salut et d'autres ont des phrases d'accroche beaucoup plus directes. Étant donné que je suis là sur le site en tant que Claire, 19 ans, il y a une personne qui d'emblée me demande « Tu es déjà allée en cours sans soutif ?» Une autre « Est-ce que tu veux tapiner ?» Voilà, c'est ce genre de phrases qu'on peut avoir tout de suite. Il y en a d'autres qui vont poster des photos sans qu'elles aient absolument été sollicitées et des photos de parties intimes ou des photos à caractère sexuel. De manière générale, que semblent venir faire les internautes sur Coco ? Clairement, on cherchait des rencontres sexuelles, alors soit dans la vie réelle, c'est-à-dire prendre un rendez-vous avec quelqu'un de sa région pour avoir une relation ensuite, soit avoir des échanges sur le site, soit ensuite par le biais d'autres applications ou d'échanges de photos, de vidéos, etc. Dans le cadre de votre enquête, vous entrez en contact avec une ancienne utilisatrice de Coco, nous l'appellerons Catherine. Qui est cette femme ? Alors c'est une femme retraitée qui a 61 ans, une ancienne vendeuse en maroquinerie qui habite dans l'est de la France et qui est amatrice de rencontres libertines et a passé quelques années, me dit-elle, à aller de temps en temps sur Coco pour y rencontrer des partenaires. Et ce qu'elle raconte en fait, c'est que elle a fait plusieurs rencontres réelles sur Coco, mais certaines se sont très mal passées. Par 2 fois, elle a été volée de plusieurs affaires chez elle. Des personnes mal intentionnées en ont profité pour lui voler son portable, ses économies, etc. Une 3e fois, l'homme qu'elle recevait finalement lui plaisait moins que ce qu'elle imaginait. Elle voulait mettre un terme à la rencontre. Il s'est beaucoup énervé. Elle a été menacée d'être violée, menacée d'agression. Et en fait, c'est après cet épisode-là et après le vol de son portable qu'elle a décidé d'arrêter d'aller sur Coco parce qu'elle a réalisé quel danger elle encourait à inviter comme ça des inconnus chez elle. De manière générale, qu'est-ce qu'elle vous dit de ce site ? Alors sa phrase, c'était de dire qu'il y a des sacrés cocos sur Coco, en riant parce qu'elle a pris un peu de recul sur les faits, mais ce qu'elle dit et ce que d'autres personnes à qui j'ai pu parler me disent, c'est que c'est fréquenté en fait par beaucoup de gens, mais y compris des personnes très, très dangereuses en fait, qui se font passer pour d'autres ou qui peuvent avoir un comportement violent ou harcelant, etc. Christelle Brigodeau, ces dernières années, Coco a été citée dans une affaire particulièrement sordide que nous avons déjà racontée dans plusieurs épisodes de Code Source, celle de Dominique P. Rappelez-nous cette affaire. Dominique P. a soumis sa femme à des viols de la part de dizaines d'hommes pendant plusieurs années. Il droguait sa femme pour qu'elle se souvienne de rien. Et le soir ou la nuit, des gens venaient et avaient un rapport sexuel avec elle, évidemment sans qu'elle soit consentante, puisqu'elle n'était même pas consciente. Et tout ça se faisait sur un salon privé de Coco qui s'appelait À son insu. Et il recrutait des personnes qui étaient d'accord pour entrer dans ce jeu extrêmement pervers et criminel qui va être jugé d'ailleurs dans quelques semaines. Une 50 de personnes ont été renvoyées devant la cour criminelle du Vaucluse pour répondre de leurs actes dans le cadre de cette affaire. Que vous disent les avocats qui plaident dans des dossiers liés à Coco ?
Il s'étonne un petit peu que rien n'ait été engagé au niveau judiciaire encore à l'encontre du site, puisqu'à chaque fois, en fait, les enquêtes sont faites contre les auteurs, par exemple, de guet-apens ou d'agressions, et les parquets, évidemment, s'intéressent aux personnes physiques qui ont agressé telle ou telle personne. Et finalement, chacun étant un peu dans son couloir, il n'y a pas eu encore d'enquête spécifiquement sur une éventuelle responsabilité du site dans le cadre de ces affaires. Et pourtant, il y a quand même des avocats qui s'interrogent. Vu le nombre d'affaires portées devant les tribunaux liées à Coco, il y a un trouble à l'ordre public évident qui pourrait justifier l'ouverture d'une enquête. Christelle Brigodeau, quand vous décidez de remonter la trace du fondateur de ce site, Coco, vous disposez de quelles infos sur lui au départ ? Très peu, quasiment pas, parce qu'il est extrêmement discret, il n'apparaît nulle part. En fait, on remonte sa trace via, au départ, une de ses premières sociétés. Et en tirant le fil, on trouve son nom, il s'appelle Isaac Steidl. Et quand on cherche Isaac Steidl sur les réseaux, on tombe sur une page LinkedIn relativement ancienne sur laquelle il n'y a presque rien, et c'est tout. Il n'y a pas de photos, il n'a aucune autre présence sur les réseaux, il n'a jamais donné d'interview, il ne s'est jamais exprimé sur son entreprise. En fait, c'est le néant. Vous n'avez donc que son nom, Isaac Steidl. Comment vous arrivez à remonter jusqu'à lui ? En fait, je fais des démarches administratives pour pouvoir avoir quelques éléments, essayer alors d'une part d'entrer en contact avec lui et puis d'avoir un portrait de cette personne, parce que c'est ça qui m'intéresse, je veux savoir qui se trouve derrière le site Coco. Donc je contacte l'état civil de la ville où il a grandi, j'apprends que c'est un homme de 44 ans, qui est donc né à Carpentras et qui a grandi dans le Var, et tous les éléments dont je dispose montrent qu'il a passé l'essentiel de sa vie, si ce n'est toute sa vie, dans le Var. Qu'est-ce que vous apprenez sur sa jeunesse ? Alors j'apprends qu'il a grandi dans un village qui s'appelle Lorgues, qui est une petite commune du Var très touristique. Là je peux entrer en contact avec un de ses anciens camarades de classe qui m'explique que c'était un garçon cool, sympa, tout à fait normal, disons, c'est ce qu'il me dit. Il est un petit peu gêné parce qu'en fait dès qu'on parle du site Coco, pour les gens qui le connaissent, ils savent à quel point le site est sulfureux et donc ils souhaitent pas s'étendre, ils veulent surtout pas être associés de près ou de loin à Coco. J'apprends aussi qu'il a fait ses études un petit peu à Paris puis à Toulon. Il est ingénieur informatique, il a été diplômé de l'école d'ingénieur de Toulon et ensuite il a continué de vivre dans différentes villes du Var. Lorsque vous contactez son ancienne école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on vous répond ? C'est un peu le néant, là encore une fois, je me heurte à, non pas un mur, mais un vide. On me confirme qu'effectivement, il était bien élève de l'école, il a été diplômé de cette école, mais il a laissé aucun souvenir. Il y a des anciens professeurs qui sont encore en exercice, qui étaient là au tout début de cette école, donc qui l'ont sans doute eu comme élève, mais ils s'en souviennent pas. Dans son dossier administratif, il n'y a rien de saillant, il n'a pas causé de problème, il n'a pas brillé particulièrement non plus. Il n'y a même pas de photo, donc il n'y a pas de visage sur ce nom. Et en fait, il n'a pas laissé de souvenir, il ne fait pas partie de l'association des anciens élèves. On dirait que personne ne se souvient de lui. Et c'est à cette période de sa vie, à la fin des études d'ingénieur, qu'il aurait fondé son site, Coco. Oui, en tout cas, on sait que le site date du début des années 2000, aux alentours de 2004 environ. Ça date du moment où Isaac Steidl sort du système scolaire, termine ses études. Après, on n'a pas de preuve qu'il est le tout premier à avoir fondé ce site. Il peut l'avoir créé avec d'autres personnes ou une autre personne peut l'avoir créé puis donné ou vendu ensuite. En 2011, Isaac Steidl crée une société qui héberge le site Coco, une société qui s'appelle Zenco. C'est une petite société au capital de 2 000 € qui est domiciliée dans le Var. Assez rapidement, il fait entrer des actionnaires dans sa société. En fait, on s'aperçoit que les actionnaires, ce sont des membres de sa famille. C'est son père, qui est professeur de mathématiques par ailleurs, sa mère, sa sœur. On sent que le gérant unique du site, c'est lui, et qu'il commence à créer cette toute petite entreprise. Christelle Brigodeau, vous avez pu consulter un rapport d'activité qui date de cette année-là précisément, l'année 2011. Il fait état de la difficulté pour un site de chat de se maintenir alors qu'Internet change à toute vitesse. Il explique qu'il y a la concurrence des sites de rencontres. Il explique aussi avoir des problèmes avec Google qui fait que le site est beaucoup moins bien référencé sur Google. Aussi que des annonceurs se sont retirés, tous les principaux annonceurs. En fait, ce qu'on lit entre les lignes de ce rapport, c'est que ce site commence à avoir tellement mauvaise réputation que tous les acteurs un peu importants qui ont pignon sur rue d'Internet
Internet se désengagent et sortent de Coco. En menant votre enquête sur l'historique de cette société, vous constatez qu'il y a un tournant en 2022. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Oui, en 2022, on se rend compte que la société Zenco, qui était donc basée dans le Var, tout à coup va fermer et elle va être remplacée par une autre structure qui, elle, va s'appeler Vinci. Alors le Vinci, c'est un nom extrêmement connu. Évidemment, il y a le constructeur Vinci qui a 1001 filiales. Donc quand on recherche une entreprise, une toute petite entreprise qui s'appelle Vinci, on a peu de chance de la trouver. En plus, cette entreprise Vinci, elle va être basée à Sofia, en Bulgarie. Et le site Coco change d'hébergement. Il n'est plus .fr, mais devient .gg pour Guernesey, donc l'île anglo-normande au large des côtes françaises. On voit en fait que Coco est en train de quitter la France. Mais pour autant, le public de Coco reste à plus de 98% français et tout se passe en fait en France. Donc c'est un site qui déménage mais garde complètement un pied dans l'Hexagone. Pourquoi ce départ de Coco vers l'étranger ? Est-ce que c'est pour une raison fiscale ? Peut-être. On sait que le site Coco n'est pas une œuvre de philanthropie, il rapporte de l'argent. Dans les documents dont on parlait, datant de 2011, le chiffre d'affaires déclaré est de 447 000 €, ce qui est sans doute beaucoup moins que ce qu'il amasse aujourd'hui parce que sa fréquentation semble avoir augmenté. Coco tire en fait ses bénéfices de la publicité qui continue de vivoter sur le site, parce qu'il y en a peu, mais il y en a. Il y a aussi les abonnements. Et puis enfin, il y a les cookies, c'est-à-dire les données personnelles que tout utilisateur laisse sur un site internet quand il s'y connecte et qui sont revendues. Et à votre connaissance, il n'y a pas de salariés dans cette société à part Isaac Steidl ? Non, en tout cas dans les documents que j'ai pu consulter, aucun ne faisait mention d'autres salariés autres que lui. Un expert que j'ai contacté me disait que la marge devait être très importante parce que l'infrastructure du site est très faible et donc même si les revenus ne sont pas énormes, tout ce qui est gagné est engrangé comme bénéfice ou presque tout puisqu'il y a quand même très peu de coûts fixes. Christelle Brigodeau, pour en savoir plus sur ce mystérieux fondateur, Isaac Steidl, vous décidez de vous rendre là où il est censé vivre, dans le département du Var, dans le sud de la France. Racontez-nous comment ça se passe. Il y a plusieurs adresses que j'ai pu glaner dans les différents documents que j'ai pu consulter. Celle qui semble la plus récente se trouve dans une commune qui s'appelle Bras, qui est dans l'arrière-pays varois, en fait, dans le massif des Morts, un endroit très joli, entre les vignes, les forêts. C'est là qu'on fait le rosé de Provence. Mais l'adresse est parcellaire, en fait, il n'y a pas de numéro. Et c'est un endroit où il y a des maisons dispersées comme ça dans la forêt. J'interroge les habitants, les gens du coin, y compris à la mairie, je consulte les listes électorales. Il apparaît que Isaac Steidl est effectivement répertorié comme un habitant de la commune, mais en fait, personne ne le connaît. On ne voit pas son nom sur une boîte aux lettres. Moi, je ne trouve pas de traces de lui. Vous arrivez tout de même à joindre sa mère au téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors elle est un petit peu agacée que je la dérange pour lui parler de son fils. Évidemment, elle apprécie assez peu que des journalistes s'intéressent à son fils et à son site Coco, dont elle me dit qu'elle n'est jamais allée voir ce qu'il y avait dedans exactement. Et donc elle me congédie assez rapidement en me disant pourquoi est-ce que vous n'enquêtez pas plutôt sur Elon Musk, qui est quand même beaucoup plus gros que mon fils qui travaille seul avec son site internet. Quelques semaines plus tard, vous finissez par récupérer le numéro de portable d'Isaac Steidl. J'imagine qu'à ce moment-là, vous essayez de l'appeler ? J'essaye de l'appeler, j'ai essayé plusieurs fois, à vrai dire. 2 fois, il a décroché. Mais dès que je me suis présentée comme journaliste, il a tout de suite raccroché. Donc on ne peut pas dire qu'on a échangé, mais effectivement, je l'ai eu très brièvement au téléphone. Il refuse de vous parler, mais vous avez fait une découverte étonnante à son sujet au cours de votre enquête. Isaac Steidl a perdu la nationalité française à sa demande, c'est bien ça ? Il a été, selon le terme officiel, libéré de son allégeance à la France. Alors c'est une procédure rare, mais c'est quelque chose qui existe. Il y a quelques dizaines de personnes par an qui font cette démarche. En général, c'est plutôt des expatriés qui vivent hors de France depuis longtemps et qui demandent en fait à ne plus être français. Pour ça, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut déjà posséder une autre nationalité et puis il faut faire une sorte de lettre de motivation expliquant pourquoi on désire ne
plus être français. Donc Isaac Steidl a fait cette démarche et en 2023, un décret signé de la première ministre Elisabeth Borne le libère de son allégeance à la France. Il n'est plus français de façon officielle. Comment interpréter cette démarche ? Ce serait pour fuir les autorités françaises, par exemple ? Ça y ressemble, même si évidemment on ne peut pas l'affirmer. Je lui ai posé ces questions parce qu'en plus de l'avoir eu au téléphone, je lui ai envoyé un certain nombre de mails avec la liste des questions que je me posais, mais je n'ai pas eu de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on voit que depuis 2 ans, il cherche à rompre les attaches avec la France, que ce soit au niveau de sa société ou de sa personne. Christelle Brigodeau, le lundi 6 mai, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé avoir saisi la justice au sujet de Coco. Il a dit qu'il allait saisir le procureur pour vérifier s'il y a lieu de faire une enquête à propos de Coco. Parce qu'il est sollicité depuis longtemps déjà, plus d'1 an, par plusieurs associations, notamment des associations de protection des enfants, parce qu'il y a des mineurs qui se connectent sur Coco sur Internet et c'est très dangereux pour eux évidemment. Et puis par ailleurs, il y a aussi des associations de lutte contre l'homophobie qui sont très inquiètes parce qu'il y a beaucoup de guet-apens homophobes qui ont été fomentés sur Coco. Et donc ils demandent la suppression du site ou au moins des avertissements, une campagne, quelque chose pour prévenir les gens que ce site est dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui ça semble vraiment possible de faire fermer ce site ? Ce qui est sûr, c'est que fermer un site comme celui-ci, ça requiert du temps, des moyens et une procédure juridique assez lourde, parce que l'essentiel des infractions commises, elles le sont sur la partie conversationnelle du site, c'est-à-dire sur le chat. Et en fait, ce sont des échanges privés, c'est comme des échanges de lettres. L'État ou la puissance publique ne peut pas s'immiscer dans les conversations des gens. Et donc, c'est en fait sur cette faille-là que prospère Coco. Un avocat faisait la comparaison entre un site internet et un jardin public. Si des viols sont commis dans un jardin public ou une agression, on fermera pas forcément le jardin public. S'il y a 10-15 viols qui sont commis dans ce jardin, est-ce qu'on va pas quand même décider de faire quelque chose ? Alors, sur Coco, il y a des patrouilles de gendarmerie, mais il n'y a pas encore eu d'enquête pour savoir si finalement le propriétaire du site a laissé prospérer et a laissé ouvert au public son lieu en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'il s'y commet des infractions extrêmement graves et des crimes. Merci à Christelle Brigodeau. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Aidez-nous à nous faire connaître, parlez-en autour de vous, laissez-nous des commentaires et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et Le Sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or, olympique ou paralympique, à retrouver chaque mercredi.